Aujourd'hui, on va explorer une expression assez forte qu'on entend dans le milieu de la protection de l'enfance, les jeunes dits incasables. Mhm. On s'appuie pour ça sur des extraits un guide pratique pour les éducateurs qui sont avec eux au quotidien. Oui, un outil précieux. L'idée, c'est vraiment de décrypter ce terme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle vie? Quel parcours? Et puis, quels défis ça pose? Tout à fait. Les sources racontent par exemple l'histoire de Dylan. Un ado, il met le feu à sa chambre en foyer. Bon, impensable, on se dit. Oui, le genre de situation qui déroute complètement. Exactement. Et pourtant, 3 ans plus tard, avec un accompagnement différent, ce même jeune prépare un CAP. Ça fait réfléchir quand même sur cette étiquette incasable. Désespéré alors, hein? Non, non, vraiment pas. Ce sont plutôt des survivants. Ils ont mis en place des stratégies d'adaptation, parfois très, très dures, oui, mais c'était pour tenir face à ce qu'ils ont vécu. D'accord. Alors, pour comprendre, il faut regarder ces parcours de plus près. Les sources décrivent des histoires qui, souvent, commencent très tôt. Un premier placement avant 10 ans. Oui, souvent dans l'urgence. C'est ça. Négligence grave, violence. Et ce qui revient tout le temps, c'est cette spirale des placements multiples. Le jeune passe d'une famille d'accueil à une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Mhm. Puis il fugue, se retrouve en foyer d'urgence, parfois même en CEF, en centre éducatif fermé. C'est l'errance institutionnelle. Et chaque changement, c'est une nouvelle rupture. Une rupture qui laisse des traces, j'imagine. Ah oui, des traces profondes. Perdre ses repères, ses amis, l'école, encore et encore. Imaginez. Ces jeunes finissent par intégrer, presque dans leur chair, que rien ne dure. Que les adultes, ils finissent toujours par partir. C'est terrible. Et c'est là qu'on observe un mécanisme psy assez déroutant, mais que le guide explique bien. Pour éviter de subir encore une fois l'abandon, certains vont jusqu'à provoquer eux-mêmes la rupture. Ils prennent les devants en quelque sorte. C'est ça. C'est une manière désespérée de reprendre un peu de contrôle. Je pars avant qu'on me laisse tomber. C'est une stratégie de survie, en fait. Douloureuse, mais une stratégie quand même. C'est sidérant comme logique. Et tout ça, ça vient de traumatismes très précoces. Violence physique, psychologique. Souvent. Et ces traumatismes ont un impact réel, même au niveau neurologique. Le guide en parle, on voit une hyperactivité de l'amygdale, c'est notre petite alarme interne, le centre de la peur, D'accord. et en parallèle, un cortex préfrontal, la zone qui aide à réguler, à réfléchir avant d'agir, qui est moins développé, moins efficace. Et ça donne quoi, concrètement? Ça donne une hypervigilance. Ils sont sur le qui-vive, H24. Le moindre bruit, le moindre regard un peu insistant, ça peut être vécu comme une menace directe. Il me regarde bizarre, il va me frapper. Ah oui, d'accord. Du coup, ça explique des réactions qui nous semblent complètement disproportionnées. Une petite frustration peut déclencher une explosion. Et puis, une énorme difficulté à se projeter dans l'avenir, à imaginer que ça peut aller mieux. Et l'attachement, la capacité à faire confiance, c'est touché aussi forcément. Le guide parle de troubles de l'attachement désorganisé. C'est quoi exactement? Ça veut dire qu'une relation sécure, c'est impensable pour eux? C'est un peu ça, oui. Quand les toutes premières personnes qui auraient dû protéger et rassurer ont été source de peur ou d'imprévisibilité. Comment faire confiance après? C'est très très compliqué. Et ça se voit comment? Les signes sont assez clairs et le guide les liste bien. Une sorte de danse-hésitation entre chercher la proximité et la rejeter violemment. L'incapacité à être consolé, apaisé, un besoin de tout contrôler dans la relation ou au contraire des émotions très en surface comme si rien ne les touchait vraiment. Et parfois, oui, cette difficulté à faire la différence entre un proche et un inconnu. C'est une insécurité fondamentale. D'accord. Et autour de ça, il y a souvent d'autres difficultés qui s'ajoutent. Les auteurs parlent d'un cocktail complexe. Le TDAH, par exemple, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça revient souvent. Oui, les chiffres cités sont assez élevés, autour de 60% parfois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le guide relie souvent cette hyperactivité, cette bougeotte constante, non pas seulement à un trouble neuro, mais beaucoup à l'anxiété post-traumatique. C'est une façon d'évacuer? C'est comme si bouger tout le temps, déambuler dans les couloirs, ne pas tenir en place, c'était une manière de ne pas penser, de ne pas ressentir cette angoisse, cette peur qui est là, en permanence. Et cette anxiété, elle peut sortir autrement, par l'agressivité. Tout à fait. Les provocations, l'agressivité verbale ou physique, les mises en danger, c'est souvent l'expression visible d'une anxiété énorme qui est dessous. Il faut vraiment essayer de comprendre la fonction de ces comportements. Comme les addictions peut-être.
Le guide parle de consommation très précoce. Oui, cannabis dès 11 ou 12 ans parfois, alcool, médicaments détournés. C'est très souvent de l'automédication, une tentative désespérée d'apaiser une souffrance psychique qui est juste insupportable. Hmm. Il y a un dialogue rapporté dans le livre entre Tom, un ado, et son éducateur. Tom explique qu'il fume du cannabis le soir parce que sinon il fait des cauchemars terribles et il ne peut pas dormir. Ah oui. Qu'est-ce qu'on répond à ça en tant qu'éducateur? C'est toute la complexité. Et les fugues, c'est pareil. Il faut chercher le sens. Oui, qu'est-ce qu'une fugue peut vouloir dire? Ça peut être plein de choses. Une fuite évidente d'un truc vécu comme trop dur. Une quête de liberté, même si elle est illusoire. Un test aussi parfois. Est-ce qu'on va me chercher? Est-ce que je compte assez pour qu'on s'inquiète? D'accord? Ou, et c'est le paradoxe, un retour vers la famille, même si c'est là que sont les problèmes. Parce que c'est le connu, le familier, même dans le chaos. Chaque fugue a vraiment son histoire, son message caché. Et quand les mots manquent pour dire tout ça, toute cette souffrance, il reste le passage à l'acte, c'est ça? Le corps qui parle. Exactement. Quand on n'a pas les mots, quand le vocabulaire des émotions est pauvre ou inexistant, l'action devient le langage. Et là, il faut apprendre à décoder. C'est ce que le guide essaie d'aider à faire. Donner des clés de lecture. Voilà. La violence, ça peut être une peur panique qui s'exprime. La destruction d'objets, une rage folle, une impuissance totale. L'automutilation, ce n'est pas pour attirer l'attention au sens où on l'entend, c'est souvent un cri désespéré pour se sentir exister, pour sentir quelque chose quand on est anesthésié par la douleur. La mise en danger, ça peut être l'expression d'un désespoir abyssal. Il y a l'exemple de Sarah dans le guide. Oui, Sarah, 14 ans, qui casse tous les cadeaux qu'on lui fait. On pourrait penser à de l'ingratitude, non? Oui, spontanément. Eh bien, les éduques qui l'accompagnent, eux, ils y voient autre chose. La peur panique de la dette affective. L'idée insupportable qu'on lui donne quelque chose gratuitement, parce que dans son histoire, tout a eu un prix, souvent très lourd. Ça donne le vertige de penser comme ça. Oui, vraiment. Et quand on comprend ça, on imagine bien que les réponses standards des institutions, ça ne colle pas. Les sources pointent beaucoup cette rigidité. Le one size fits all, ça ne peut pas marcher pour ces fun-là. C'est une des limites majeures du système actuel. Le guide cite l'exemple de Jordan, 16 ans, qui a vécu des abus. On lui confisque son téléphone la nuit parce que c'est le règlement. Point. Alors que c'est peut-être sa seule façon de gérer ses angoisses. Une escalade de violence. Et puis, il y a la réalité des effectifs. Dans les grosses structures, les MEX par exemple, comment faire de l'individuel quand on a un seul éducateur pour 8 jeunes en journée? Et la nuit, parfois un seul veilleur pour 20 jeunes ou plus. C'est juste impossible de faire du cousu humain dans ces conditions. Sans parler du turnover des équipes, les chiffres donnés dans le guide font froid dans le dos. Parfois 50% de départ en un an. C'est un facteur qui aggrave tout, terriblement. Pour un jeune qui a déjà l'abandon chevillé au corps, voir les adultes référents changer tout le temps, ça ne fait que confirmer sa conviction profonde. Personne ne reste. S'attacher, c'est dangereux. Il y a un témoignage de jeunes là-dessus. Oui, un jeune qui dit « En 2 ans, j'ai eu 7 référents. Pourquoi je leur ferai confiance? Ils seront plus là dans 6 mois. Comment voulez-vous construire un lien thérapeutique là-dessus ?» C'est presque mission impossible. Et du coup, ces jeunes, ils testent les adultes en permanence pour voir si cette fois, ils vont tenir. C'est exactement ça. Le guide appelle ça le test du lien. Le défi devient le principal mode de relation. Jusqu'où je peux aller avant que tu craques, avant que tu me vires comme tous les autres avant toi? Ça doit être épuisant. Épuisant, oui. Ça commence souvent par des petites provocations, des petites transgressions du règlement. Puis ça monte jusqu'à l'acte majeur, celui qui, dans leur expérience, entraîne l'exclusion. Et là, il y a 2 issues. Lesquels? Un est déstabilisé. Complètement. C'est incompréhensible pour lui. Et très souvent, le test va reprendre, encore plus fort, pour vérifier si ce n'était pas juste un coup de chance. C'est un cycle très difficile à enrayer. Et pendant ce temps, l'étiquette incasable, elle fait son chemin. Malheureusement, oui. Elle finit par leur coller à la peau. Chaque échec, chaque renvoi d'une structure, ça renforce ce sentiment intérieur d'être mauvais, d'être le problème. C'est une prophétie autoréalisatrice terrible. Et la blessure narcissique, l'atteinte à l'estime de soi, elle est immense. Bon, le tableau est assez sombre, mais les sources ne s'arrêtent pas là. Elles proposent des pistes, des approches qui peuvent fonctionner. C'est quoi le maître mot, Evelyne? Le maître mot qui revient sans cesse, c'est l'individualisation. Arrêtez de vouloir les faire entrer de force dans des cases prévues. Partir d'eux.
Construire un projet cousu main, vraiment sur mesure. Et pour ça, s'appuyer sur leurs forces, leur passion, même si ça nous paraît bizarre ou décalé. Comme Karim, le jeune graffeur. Exactement. Karim, 15 ans, en échec scolaire total. Il ne vit que pour le graphe. L'équipe éducative, au lieu de voir ça comme un problème de plus, a décidé de miser dessus. Ils l'ont aidé à trouver des stages, à chercher un CAP en sérigraphie. Ils ont même organisé une petite expo de ses œuvres. Et ça a marché? Le graphe est devenu son moteur. Ça lui a permis de se raccrocher à quelque chose, de retrouver un peu de fierté, de construire un projet. C'est ça l'individualisation. Ça demande un cadre très particulier alors. Solide, mais souple à la fois. Le guide parle des 3 C. Oui, clarté, cohérence, compassion. Clarté des règles. Elles doivent être simples, comprises, stables. Cohérence. Elles s'appliquent de la même manière pour tous et pas selon l'humeur de l'éducateur. C'est fondamental pour la sécurité. Et compassion. Même quand il y a sanction suite à une transgression, elle doit être éducative, viser la réparation si possible et jamais l'humiliation. L'adulte reste bienveillant même dans la fermeté. C'est tout un art. C'est un équilibre constant à trouver. Et c'est vrai que ça semble plus facile à mettre en œuvre dans des petites structures. Les lieux de vie, par exemple, qui accueillent très peu de jeunes, 3, 4, jusqu'à 7 maximum. Pourquoi ça marche mieux? Parce que le cadre est plus familial, moins anonyme. Et surtout, il y a souvent une plus grande stabilité des adultes. Ce sont des permanents, des gens qui s'engagent sur le long terme, qui vivent parfois sur place ou y travaillent depuis des années. C'est cette permanence qui peut permettre aux jeunes de prendre le risque, de s'attacher. D'accord. Et l'autre clé, c'est de ne pas être seul face à ces situations, la pluridisciplinarité. Ah oui, c'est indispensable. L'éducateur seul, il est démuni face à une telle complexité. Il faut une équipe solide autour du jeune. L'éducateur du quotidien, le psychologue ou le thérapeute, le psychiatre si besoin, l'enseignant spécialisé, chacun apporte son regard. Comme pour l'exemple de Lisa. Oui, c'est un bon exemple du guide. L'éducateur repère une augmentation des scarifications chez Lisa. Le psychologue fait le lien avec la visite de sa mère qui approche, visite toujours très angoissante pour elle. Le médecin peut ajuster le suivi médical si nécessaire. C'est ce travail en réseau qui permet d'avoir une vision plus complète et d'ajuster l'accompagnement. Et la place de la famille dans tout ça. Même si elle est à l'origine des difficultés, on ne peut pas juste faire comme si elle n'existait pas. C'est un point très délicat mais essentiel. Le guide insiste là-dessus. Sauf danger avéré et immédiat, couper les liens n'est souvent pas la solution. Ça peut même renforcer le sentiment d'abandon. Le travail, c'est plutôt d'essayer de sécuriser ces liens, même s'ils sont compliqués, distendus, d'aider le jeune et sa famille à trouver une place juste pour chacun. Et parfois, il faut aussi savoir proposer une coupure temporaire mais positive. Les ruptures positives. Oui, c'est une autre piste intéressante. Proposer un séjour qui sort complètement du cadre habituel. Un chantier solidaire à l'étranger, un séjour dans une ferme thérapeutique, un défi sportif intense comme une traversée en voilier. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de se voir et d'être vus autrement, de découvrir des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas. Comme Mehdi qui part en Roumanie. Voilà. Mehdi, 16 ans, parcours chaotique, échecs multiples. Il part 3 mois dans une ferme en Roumanie. Il revient transformé avec une vraie envie de se former au métier agricole. Ça peut être un déclic incroyable pour certains. L'équithérapie, la boxe, le théâtre, toutes ces médiations peuvent aussi aider. Tout ça, ça pose énormément sur la posture de l'éducateur au quotidien. Comment il doit être cet éducateur face à un jeune qui le pousse dans ses retranchements en permanence? Le guide parle de fermeté bienveillante. C'est vraiment ça le cœur. Tenir le cadre, oui, parce que ces jeunes ont besoin de limites claires et stables pour se sentir en sécurité. Mais le faire sans violence, sans humiliation, avec un profond respect pour la personne du jeune, même quand son comportement est inacceptable. C'est pouvoir dire non, mais en restant connecté. C'est ça. C'est pouvoir dire, comme dans l'exemple du livre, « Je vois bien que tu es très en colère contre moi ou contre cette règle. La règle, elle, ne va pas changer aujourd'hui, mais je suis là. Ta colère, j'essaye de la comprendre. On pourra en reparler plus tard, si tu veux, quand tu seras plus calme. » C'est cette constance, cette prévisibilité de l'adulte qui est réparatrice. Et bien sûr, il faut une patience infinie parce que les rechutes, les retours en arrière, ça fait partie du chemin. Et concrètement, au jour le jour, il y a des outils qui aident les professionnels? Oui, plusieurs. D'abord, l'observation fine. Apprendre à repérer les tout petits signes qui annoncent une montée de tension, une crise qui couvre.
Le sommeil, l'appétit, l'isolement, ou au contraire une agitation inhabituelle, la façon de parler. Les signaux faibles. C'est ça. Et un outil simple mais efficace, c'est le cahier de transmission partagé par toute l'équipe. Ça permet de mettre en commun les observations, de repérer des schémas récurrents. Tiens, Jordan est toujours plus tendu après un appel de sa mère. Ça aide à anticiper, à comprendre. Et pour créer du lien au-delà des moments de crise? Le guide insiste beaucoup sur le faire avec. Utiliser les actes du quotidien comme support de relation. Faire la cuisine ensemble, réparer un vélo, jardiner, c'est souvent dans ces moments informels, sans pression directe, que la parole peut se libérer. Comme Amina qui parle en faisant un gâteau. Exactement. Amina, qui n'avait jamais parlé des violences subies, se met à raconter des bribes en préparant un gâteau au chocolat avec son éducatrice. L'activité partagée crée un espace sécurisant. La règle des 3 T, choisir le bon temps, le bon territoire, un lieu neutre, et la bonne activité, c'est un bon pense-bête pour ça. Et quand la crise a eu lieu, une fugue, une explosion de violence, comment on fait après pour renouer, pour réparer? C'est crucial de penser l'après-crise. Pour le retour de fugue, par exemple, le guide préconise un accueil en plusieurs temps. D'abord, sans jugement, répondre aux besoins primaires, manger, boire, dormir, se laver. Laisser le jeune atterrir. Et seulement après, calmement, reprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il est parti, ce qu'il a vécu, sans le culpabiliser, mais en posant les conséquences de ses actes et en retravaillant sur les règles. Et après une crise de violence? Une fois que tout le monde est en sécurité et que la tension est retombée, il faut pouvoir débriefer à froid. Avec le jeune, mais aussi en équipe. Qu'est-ce qui a déclenché le 101 ? Comment on aurait pu faire autrement, lui comme nous ? Comment il peut réparer son acte, même symboliquement ? Et surtout, l'étape essentielle, la réintégration. Ne pas le laisser seul avec sa honte ou sa colère, l'aider à retrouver sa place dans le groupe, dans la relation. Ça demande aussi, j'imagine, de savoir voir et fêter les plus petites avancées. Ah oui, c'est fondamental. Pour ces jeunes qui ont un tel passif d'échec et de dévalorisation, chaque micro-progrès est une victoire immense. Réussir à demander de l'aide au lieu de frapper, mettre des mots sur sa colère, respecter un rendez-vous, offrir son aide à un autre jeune, accepter un non sans partir en vrille, dire pardon, faire son lit spontanément, participer à une activité de groupe. Il faut avoir l'œil pour les repérer. Oui, effectivement. Et les nommer, les valoriser. Le guide suggère même un petit tableau de progression personnalisé co-construit avec le jeune. Ça l'aide à visualiser le chemin parcouru, même quand il y a des jours sans. Ça renforce le sentiment de compétence. Tout ça, c'est un travail intense, très exigeant émotionnellement pour les professionnels. Comment ils font pour tenir eux, pour ne pas s'épuiser? C'est un point absolument central abordé dans le guide. Prendre soin de soi, ce n'est pas du luxe, c'est une obligation professionnelle quand on fait ce métier. La supervision individuelle ou en équipe, c'est vital. Avoir un espace régulier pour déposer ce qui est lourd, pour analyser les situations avec un tiers extérieur, pour prendre du recul, c'est indispensable. Et au-delà de la supervision, Il faut développer ses propres stratégies de protection. Des petits rituels pour couper entre le travail et la maison, le soutien des collègues, pouvoir se parler, se relayer, avoir des activités ressources en dehors, des passions, des hobbies. Continuer à se former pour mieux comprendre, mieux ajuster sa pratique. Et puis, accepter ses limites. Accepter qu'on ne peut pas tout, qu'on ne sauvera pas tout le monde. C'est dur, mais nécessaire pour durer. au final, quand on écoute tout ça, on se dit que le problème, ce n'est peut-être pas tant ces jeunes qui seraient incasables, mais peut-être un système qui n'est pas toujours capable, lui, de s'ajuster à leurs besoins spécifiques. Leur immense besoin de sécurité, de stabilité, de soins vraiment personnalisés. C'est une lecture tout à fait pertinente, oui. Le système, avec ses contraintes, sa rigidité parfois, peut lui-même générer de l'échec. D'où la nécessité, comme le suggère le guide, que les institutions elles-mêmes deviennent plus souples, plus créatives. C'est-à-dire, Mais adapter les règles quand c'est possible et pertinent, autoriser un jeune insomniaque à lire dans sa chambre la nuit plutôt que de le laisser tourner en rond dans les couloirs, aménager un petit coin où il peut se retirer volontairement quand il sent la pression monter avant d'exploser, revoir à la baisse des objectifs scolaires totalement irréalistes qui le mettent en échec permanent, faciliter les contacts avec la famille quand c'est possible et sécuriser, ce sont des petites choses mais qui peuvent faire une énorme différence. et puis changer de regard.
voir le potentiel caché derrière les symptômes, c'est ça? Exactement. Cette hypervigilance, par exemple, si on arrive à la canaliser, ça peut devenir une formidable capacité d'observation, d'analyse fine. Cette méfiance systématique, ça peut devenir un esprit critique aiguisé. Cette rage, cette énergie brute, si on lui trouve un exutoire constructif, ça peut devenir une force pour déplacer des montagnes. C'est un vrai changement de perspective à opérer. Un sacré défi, hein? Oui. Et dans ce défi, l'éducateur, l'adulte référent stable, il joue un rôle absolument clé. Celui de phare, comme le dit joliment le guide, sa stabilité, sa prévisibilité, sa cohérence sont essentielles. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, avoir des attentes constantes et justes, savoir reconnaître ses propres erreurs aussi, c'est très important pour le jeune. C'est trouver le bon équilibre entre le cadre et la souplesse. C'est tout l'enjeu. Offrir un cadre très clair, très sécurisant, parce qu'ils en ont un besoin vital pour se reconstruire après le chaos, et en même temps, à l'intérieur de ce cadre, ménager des espaces où ils peuvent expérimenter l'autonomie, faire des choix même petits au début, se tromper sans que ça soit la catastrophe, reprendre confiance en leurs capacités. C'est un ajustement permanent. Pour conclure, même si les parcours sont souvent très durs, très marqués, ce qu'on retient de ces sources, c'est qu'il y a de l'espoir. La résilience est possible. Ces jeunes ont une force de vie souvent incroyable. Oui, absolument. Avec les bons ingrédients, du temps, beaucoup de temps, de la patience, de la créativité, et puis ce que le guide appelle un amour inconditionnel, pas au sens mièvre, mais au sens d'un engagement qui tient bon malgré les tempêtes, ils peuvent trouver leur voie. C'est un rappel fort du rôle essentiel des éducateurs, de tous les professionnels qui les accompagnent. Ils sont parfois la première, la seule figure d'attachement fiable qu'ils rencontrent dans leur vie. Leur mission, ce n'est pas de réparer des vies cassées. Personne ne peut faire ça. Mais c'est d'offrir un espace, une relation suffisamment sécurisante, contenante et bienveillante, pour que la personne puisse commencer à se réparer elle-même. Et peut-être que ça nous ouvre sur une question plus large, qui dépasse même le cadre de la protection de l'enfance. Si on voit à quel point cet accompagnement individualisé, patient, bienveillant est crucial une fois que les dégâts sont là, comment on pourrait faire en tant que société bien plus en amont, C'est-à-dire, qui soit d'emblée suffisamment sécurisant, suffisamment soutenant, pour qu'il y ait moins d'enfants qui aient besoin de construire ces carapaces de survie, pour qu'ils puissent intégrer, tout simplement dès le départ, qu'ils ont de la valeur et qu'ils méritent d'être aimés, juste parce qu'ils existent. C'est peut-être ça la question de fond.